Vous avez fait beaucoup de produits dérivés. Non, mais c'était une nuit, on était en train de délirer sur comment on pourrait faire pour avoir des idées pour ressembler vraiment à un festival. Et j'ai dit, ah, on pourrait faire des t-shirts. Et là, Jeanne avait cette idée géniale, elle disait, mais non, il faut qu'on fasse des tasses, parce que sur Zoom, tout le monde voit les tasses de tout le monde. Et donc, du coup, on a fait des tasses qu'on a envoyées aux intervenants. Et du coup, nous, on a aussi notre tasse, chacun, chacune. Et on en est tous les trois trop, trop fiers. C'est genre une petite tasse. Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Et bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue pour ce nouvel enregistrement d'Impro Blabla. Je suis en présence aujourd'hui virtuelle de 3 personnes qui ont collaboré pour mettre en place un projet également virtuel. Il s'agit du festival Latitude, un festival d'improvisation francophone en ligne. Alors, je vais m'empresser de vous présenter les concepteurs et conceptrices de ce beau projet. On va commencer ça avec Elsa. Bonjour Elsa, ça va bien? Bonjour, Armand. Très bien, merci. Et toi? Très bien. On continue avec Jeanne qui est à Brest en France. Bonjour Armand. Pour finir ça avec Yann qui lui était à Lausanne en Suisse. Salut Armand. Donc, bienvenue à vous. Je ne l'ai pas précisé pour Elsa, mais elle était à Bruxelles, en Belgique. Donc, c'est vraiment une discussion, encore une fois, internationale, un projet aussi international. Donc, le festival Latitude qui s'est déroulé au cours du mois de janvier 2021. Si j'ai bien fait mes devoirs, vous avez eu une quinzaine d'ateliers avec différents intervenants et intervenantes, encore une fois, de partout dans le monde francophone. Et au total, 180 participants, ou en tout cas 180 places vendues à travers vos différentes activités. Donc déjà, félicitations pour cette belle première édition. On va commencer rapidement avec l'idée du projet. J'aimerais en savoir un petit peu plus comment est-ce que est née la conception de ce festival et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés à travers cela. Eh ben, comme ça a été peut-être le cas pour certains des personnes dans le monde francophone, dans le monde anglophone, quand le premier confinement a démarré au mois de mars dernier, assez rapidement a vu le jour un festival d'impro en ligne, presque au départ hebdomadaire, qui a été monté en Allemagne, et ils ont monté ImproFest Online. Et très rapidement, c'est devenu un petit peu la chose qu'on attendait chaque mois. Il y avait l'édition allemande et puis il y a l'édition internationale qui tout d'un coup permettait, alors qu'on était tous enfermés chez nous, tous coincés, de pouvoir prendre des cours avec des gens auxquels on n'avait absolument jamais accès ou alors de manière exceptionnelle lors d'un festival en présentiel. Et donc ça a été le moment ça a été un petit peu une lueur d'espoir dans ces mois d'isolement, quoi. Et puis voilà, bon, le temps est passé, puis pas mal d'écoles se sont mises à faire des choses en ligne. Et donc, tous les trois, on a été, et on est toujours hyper contents de pouvoir prendre plein de cours. Et alors, bon, depuis, l'offre a changé, c'est-à-dire qu'on est passé de trucs très courts à des choses très longues sur 4 semaines, puis 6 semaines, puis 8 semaines. Moi, là, je suis inscrite dans un cours de 12 semaines avec Nursery Theatre. Bon, voilà. Et puis au bout d'un moment, j'ai vu que ImproFest se mettait à organiser des éditions qui étaient des éditions liées à des pays. Donc ils ont fait, par exemple, ils se sont mis en association avec un festival italien, ça a eu lieu au printemps dernier, et donc les Italiens pouvaient venir faire plein d'ateliers en ligne avec des profs qui parlaient en italien ou de l'interprétariat. Et voilà, et quand on est reparti dans le confinement, là, cette année, je me suis dit, il faudrait qu'on fasse une édition francophone. Donc j'ai pris langue avec les gens d'ImproFest Online. Et puis lors de la première réunion, j'étais toute seule et eux, ils étaient 4. Et ils m'ont dit, mais elle est où ton équipe là? Et je me suis dit, mince, je crois que j'avais pas bien pris la mesure en fait de ce que je leur proposais. C'est-à-dire moi, j'étais prête à les aider à le faire. Et en fait, c'était ce qu'ils voulaient me proposer. C'était de monter quelque chose que eux nous appuieraient. Donc à partir de là, j'ai pris contact avec Elsa. Elsa, on s'était rencontrés dans un workshop qu'on avait fait ensemble au printemps. Elsa connaissait Yann, elle l'avait rencontré aussi en ligne. On ne s'est jamais rencontrés en vrai tous les trois. On ne s'est jamais vus dans la même pièce encore. Ça viendra un jour, mais pour l'instant pas encore.
On est retourné vers un Profest Online, cette fois-ci avec une équipe ultra motivée. Et puis en discutant avec eux, on s'est rendu compte que peut-être nos communautés respectives, la communauté francophone, elle était peut-être pas encore au même stade de maturité que la communauté allemande ou les communautés des autres pays avec lesquels ils avaient travaillé. Et on a pensé que ce serait peut-être mieux, en tout cas dans un premier temps, enfin voilà, de faire des choses qui soient à part. Et c'est là qu'est arrivée l'idée de l'attitude. Voilà. Je trouve ça formidable que vous ne vous soyez jamais rencontrés. C'est vraiment par le médium avec lequel vous interagissez. Donc, c'est ce festival ImproFest Online qui vous a inspiré dans le modèle. Est-ce que c'est vraiment le même format en tant que tel, des ateliers qui sont donnés par différents intervenants et différents intervenants avec des visions différentes? Ça y ressemble beaucoup. L'inspiration est clairement... on voit le lien de parenté très fort avec ImproFest Online, mais je pense qu'on a une identité aussi qui est différente dans le sens où Jeanne, Yann et moi sommes des improvisatrices assez politiques. Et du coup, très vite, en fait, en réfléchissant au projet, on a décidé de mettre certaines valeurs vraiment au centre du projet, qui était l'accessibilité du projet, à la fois l'engagement sur scène du type d'impro qu'on défendait, ouais, vraiment une accessibilité pour les différents types de publics, notamment des publics potentiellement à handicap. On a vraiment un côté très engagé que ImproFest a peut-être moins, même s'ils ont également eu des positions politiques très claires, en ayant une édition du projet Impro-Eve, qui est donc un projet féministe international. Ils ont également fait une édition ImproFest Pologne, où là les bénéfices sont allés soutenir la cause des femmes en Pologne au moment des manifestations. Donc il y a aussi ce côté engagé chez eux, mais je pense que nous on a voulu prendre ça un cran au-dessus. Peut-être que, je peux juste encore ajouter quelque chose sur cette volonté d'intégrer tous les publics. Peut-être aussi sur la question du genre. C'était très important pour nous toutes, en fait, pour nous trois, d'intégrer les personnes non binaires, d'avoir dans le cast autant de femmes que d'hommes. Pour la première édition, donc on a eu Loïc Vallet, une improvisatrice non binaire suisse, qui a fait un atelier sur l'impro politique. C'est très important aussi pour nous d'intégrer ça dans le site. Donc on insiste aussi pour que chacune donne son pronom, inscrive son pronom au moment du début de chaque atelier. Donc, je vois qu'il y a vraiment cette démarche-là d'inclusion et d'accessibilité. Ça faisait partie des thématiques que je voulais aborder avec vous. Mais avant cela, vraiment d'un point de vue très terre-à-terre, comment est-ce qu'on fait de l'improvisation en ligne pour les personnes qui n'auraient jamais eu l'occasion d'en faire encore? Vous avez tous votre expérience en impro, vous jouiez éventuellement dans des troupes et des organisations. La transition pour passer en Zoom, comment ça se passe? Pour avoir vu l'évolution, si tu veux, de ce qui était proposé par des profs en ligne à partir du début du confinement, je crois que les tout premiers ateliers, personne ne savait vraiment, quoi. Ça a été des laboratoires et la première question, c'est comment je fais pour connecter avec quelqu'un qui est pas là, avec qui je suis pas dans la même pièce, devant un ordinateur dont je maîtrise pas comme médium, comme caméra, j'ai pas encore pris conscience que c'est ça. Et comment est-ce que petit à petit, je me rends compte que je peux jouer avec tout ça, que je peux quand même regarder mon partenaire, ou ma partenaire, enfin voilà. Et comment est-ce que j'arrive à oublier ou alors à jouer avec le fait que on est séparés. Et donc ça passe par plein d'exercices et je pense qu'on a beaucoup appris en quelques mois. Après, en faisant des cours chaque semaine, enfin je pense que vous avez, Elsa et Yann, je crois, fait des cours hallucinants sur des questions d'intimité, donc vous aurez certainement des choses à rajouter, mais dans tout ce que moi j'ai pu faire au fur et à mesure, j'ai appris à jouer avec la caméra, à la distance, et je découvre des choses qui permettent de l'intimité dans le fait que, par exemple, on peut chuchoter, ce qu'on ne peut pas trop faire en fait sur un plateau. Donc, on trouve d'autres moyens.
toutes les choses qu'on met en place sur un plateau, toute la mise en scène, et ben, elle va trouver une correspondance, mais qui n'est pas une équivalence, qui est autre chose, du travail du cadre, de la distance, les objets qu'on a, ils peuvent raconter tellement de choses, on n'a pas tous ces accessoires sur un plateau, on a ce qu'on avait prévu avant, et ben là, on va avoir tous les objets qu'on a autour de nous, puis on peut aller en chercher d'autres dans la maison, enfin, on trouve des choses qui nous permettent de continuer à raconter des histoires et à parler du monde dans lequel on vit ou de celui dans lequel on voudrait s'échapper, enfin... Je suis d'accord avec ce que dit Jeanne sur le fait que on fait de l'impro différemment. Et je pense que ce qui est important quand on aborde pour la première fois l'impro en ligne, c'est pas de lancer son application Zoom en se disant je vais faire ce que je faisais en atelier. Parce que là, c'est le désastre assuré. C'est juste de se dire ok, j'ai l'occasion d'essayer un nouveau truc, on va voir ce que ça donne. Parce que personnellement, enfin moi quand le premier confinement est arrivé en Belgique, moi je traverse un burn-out actuellement et l'improvisation théâtrale c'est le truc qui me permettrait de ne pas faire une dépression nerveuse. Donc quand le lockdown est arrivé, je me suis dit oulala, il va falloir que je trouve un truc. Et quand j'ai vu les cours en ligne de la nursery et Oupla qui apparaissaient très vite, je me suis dit bon ok, je pense que ça va probablement pas être terrible, mais c'est pas grave, ça me fera un truc à faire. Et donc je suis vraiment allée avec attente mais niveau 0. Et il y a eu des cours que j'ai fait qui étaient bof. Et il y a eu des cours où il s'est passé des trucs. Et notamment, c'est comme ça que j'ai rencontré Yann dans un cours de Jen de la nursery. Je me suis retrouvée en fait je me suis retrouvée un peu confrontée, je dirais, à pas mal d'improvisateuristes qui étaient très dans une logique de game, de punchline, etc. Et en plus dans une langue qui n'était pas la mienne. Donc c'était un peu difficile. Et je me suis retrouvée comme ça un jour avec Yann dans une sous-salle Zoom pour une impro de 4 minutes. Et on s'est posés tous les deux et on a fait une scène toute dans l'émotion, on prenait le temps et nos personnages étaient affectés l'un par l'autre. Et à la fin du truc, je me souviens, enfin, il m'avait fait sentir des trucs dans le ventre, quoi, comme si j'étais sur scène. Et j'ai dit, waouh, Yann, écoute, on se connaît pas, mais merci. Enfin, c'est la première fois que je vis une scène comme ça depuis le début du confinement. Merci pour ce moment. Et en fait, c'était le début d'un crush amical parce que depuis, on s'est chopé sur WhatsApp, on s'écrivait régulièrement, on a eu des cours ensemble et les cours qu'on faisait pas ensemble, on se débriefait, on se racontait ce qui se passait et en fait, Yann est devenu un excellent ami alors que on n'a jamais vu les pieds l'un de l'autre, mais c'est assez dingue. Mais en fait, j'ai découvert que par ce médium, on peut aussi faire des connexions comme on aurait sur scène dans des choses vraiment intimes. Yann, tu pourras raconter les cours de Maya, mais il y a des choses parfois où on peut vraiment être bouleversé dans certains exercices. Et mais un cours n'est pas l'autre. Je pense qu'il y a 1000 manières d'enseigner l'impro en ligne, comme dans les ateliers classiques. Pour continuer sur ce sujet aussi, donc moi quand j'ai commencé l'impro en ligne, c'était le début du premier confinement. Et avant, j'étais vraiment un vrai accro de l'impro. Donc, je prenais 4 entraînements par semaine et puis les week-ends, parfois des stages aussi. Et donc là, ça a été vraiment brutal. En fait, tout d'un coup, tout s'est annulé, tout a été interrompu dans toutes les troupes. Tous les cours que je suivais ont été interrompus. Et donc, je me suis dit, il me faut ma drogue, il me faut ma dose d'impro par semaine, en fait. Et j'ai trouvé donc ces workshops d'impro de la nursery. Au début, c'était un peu stressant, déjà, le fait de ne pas connaître les gens ou d'avoir peur de ne pas avoir ce contact privilégié avec les gens, puisqu'il y avait l'interface de l'écran. Et aussi, je remarquais que vu que j'avais tellement envie d'improviser, je parlais, et du coup, ça remplissait vraiment tellement l'espace qu'à la fin de chaque workshop, j'avais besoin d'une aspirine pour récupérer. Et justement, ce qu'Elsa raconte, c'est exactement ça. C'était mon histoire aussi, de petit à petit découvrir les endroits où tu peux te poser, tu peux faire des scènes calmes. Tu peux faire des scènes où tu dis rien et où tu regardes la personne en face, tu te concentres sur le visage de la personne d'en face, ce que je faisais très rarement dans mes impros. Là, comme au cinéma, vraiment chaque geste, chaque mouvement du visage est important.
et où petit à petit je retrouvais des choses tellement puissantes en fait dans des impros, enfin notamment dans des impros avec Elsa au début, enfin surtout dans des impros avec Elsa au début, où en fait c'était tellement puissant que j'avais vraiment la gorge serrée, qu'on abordait des thèmes vraiment très, enfin on faisait pas juste de la punchline, on n'était pas juste là pour faire rire, mais on abordait des choses extrêmement personnelles et extrêmement intimes. Il y a cette approche-là un petit peu jeu caméra aussi qui entre en compte, qu'on n'a pas forcément l'habitude quand on joue sur scène en général. Quels ont été, en tant que participants et participantes à ces ateliers en ligne, les principales difficultés que vous avez rencontrées au fur et à mesure, et comment est-ce que vous êtes passé outre? Moi, je pense surtout à une difficulté linguistique. Parce qu'en fait, dans les cours anglophones, j'ai commencé à Hoopla, où en fait la communauté est très britannique. Et je me suis retrouvée avec des Britanniques qui faisaient des accents locaux des différentes zones du Royaume-Uni, voire d'Irlande. Et moi, j'étais là en bonne française qui parle franglish, un peu désespérée, en mode mais qu'est-ce qu'ils disent? Je comprends rien. Et plus des vocabulaires parfois qui étaient très précis en anglais, que je mets dans des champs lexicaux que je ne maîtrisais pas, ou des références culturelles que je n'avais pas. Mais après, en passant dans les groupes anglophones plus internationaux, là, le vocabulaire et les références sont plus standards. Et donc, du coup, les choses deviennent beaucoup plus faciles. J'ai eu la même difficulté. Moi, en plus, je me suis inscrite sur des trucs où on improvise Shakespeare, donc il y a toute une partie sur un travail de la langue, etc. Mais qui est, enfin, moi, j'adore, mais c'est vrai que il faut rester humble, ou des choses où tu apprends à faire du rap en ligne, tu vois, mais c'était avec que des anglophones, t'es le seul qui est pas, tu vois. Et alors, pareil sur les références culturelles, parfois tu te dis, bon, ça va être anglophone, donc ça va être international, et puis tu te retrouves à prendre un cours avec des gens qui sont en Californie, puis en fait, t'es la seule personne qui n'est, un, pas états-unien, et deux, pas californien. Et là, les références culturelles, le baseball, des trucs incroyables, je ne sais absolument pas de quoi on parle, le petit resto du coin, enfin, toutes les références qui te passent au-dessus de la tête, et donc c'est assez compliqué à comprendre. Mais en même temps, moi, dans le civil, je suis prof d'anglais, donc je note ça, je bois ça avec délice, tu vois, ça fait partie de mon exploration aussi. Et après, je dirais, l'autre difficulté, c'est, alors pas forcément de temps dans les ateliers, mais bon, si, quand tu retrouves les gens sur plusieurs semaines, mais dans les groupes que tu peux avoir. Moi, j'ai démarré en ligne aussi avec un groupe que j'avais perdu parce que j'ai démarré l'impro à Dubaï, et puis ben, les 4 personnes du groupe, on n'est plus à Dubaï, et donc on avait recomposé le groupe en se disant, bah, maintenant qu'on est coincé chez nous, qu'on peut faire de l'impro en ligne, eh ben, on va se retrouver. Et on a travaillé toutes les semaines pendant 3 mois à peu près, enfin toute la durée du premier confinement et un petit peu après. Et là, je dirais, la difficulté, c'est de savoir dans quel état tout le monde est, quoi. Faut créer un cadre qui soit sûr pour tout le monde, parce que tu sais pas ce que les gens vivent à des fuseaux horaires différents. On est tous dans des moments différents de nos vies, et en train de faire face à toutes ces difficultés-là, quoi. Et ça, c'est vrai que ça fait partie des difficultés. Tu sais pas dans quel état les gens qui sont arrivent, parce qu'il n'y a pas le petit moment avant. Et donc, c'est bien parfois de créer le petit moment après où, voilà, tu peux débriefer, quoi. Si je peux rebondir là-dessus, moi, c'est le petit moment après. Enfin, c'était dans les rapports humains que je trouvais très difficile. Enfin, dans le rapport aux autres et le rapport à moi-même aussi. Alors, sur Zoom, enfin, par rapport au rapport à moi-même, sur Zoom, tu te vois improviser. Et ça, au début, je détestais déjà me voir sur des photos après les spectacles d'impro. Et là, tu te vois en permanence, donc il n'y a pas moyen de t'échapper. Enfin, moi, j'avais constamment ce jugement sur moi-même en me disant, mais oui, bien sûr, c'est ça la scène dramatique, tu fais ton petit air triste, je te vois. Enfin, donc le jugement sur soi-même est démultiplié, en tout cas dans mon cas. Et le rapport aux autres, en fait, c'était ce truc avec Elsa, avec quelques autres personnes en ligne, donc d'avoir des crushs sur le moment. Donc tu partages un truc hyper intense avec la personne, et puis après, tu fais commande Q, tout s'arrête, et tu es toute seule ou tout seul chez toi, avec ce moment hyper puissant que tu as eu, avec très très peu de moyens de pouvoir prolonger cette chose-là. T'as pas forcément les adresses, t'as pas forcément. Peut-être que c'est des gens que tu ne reverras plus jamais dans ta vie. Ça, je trouvais vraiment très très dur. Et c'est aussi pour ça que quand Elsa m'a dit, euh,
une improvisatrice française nous propose me propose de participer, enfin de monter un festival. Est-ce que ça te dit de nous rejoindre? J'ai sauté à pieds joints en me disant, ça c'est le moyen de construire un truc sur une plus longue durée. L'idée, moi, enfin, c'est quelque chose auquel j'avais pensé au printemps. Mais après, quand en septembre, nous, on a eu un petit moment, on a pu reprendre en présentiel. Et on a repris des ateliers, on a repris nos troupes. Alors bon, c'était masqué, enfin, c'était pas comme avant, hein, d'accord, hein, c'était pas avec la même, on va dire, légèreté. Et en fait, j'ai trouvé ça super difficile. Parce que j'ai vu plein de gens qui avaient pas pu du tout improviser, qui avaient rien fait depuis le printemps. C'est-à-dire que nous, en mars dernier, ça s'est arrêté. Et ça a jamais repris. Et en fait, on a repris en septembre, et en septembre, c'était dur parce qu'il y avait ceux qui étaient à l'aise avec le fait de porter un masque au quotidien, ceux qui supportaient pas de porter un masque au quotidien, ceux qui concevaient pas d'improviser avec un masque, d'autres qui se faisaient une raison, mais qui en même temps étaient avec cette mauvaise humeur. Et puis, cette peur, tout le monde se sentait un peu... Oui, cette peur de ne pas y arriver, d'avoir oublié comment on fait, de plus être connecté avec tes réflexes de plateau, tes partenaires, etc. Et je me suis dit, mais si on repart en confinement, parce qu'on le voyait bien arriver le deuxième, tu vois, et qu'on continue à être si éloignés les uns des autres, eh ben on va avoir vraiment beaucoup de mal, parce que cette affaire dure, et puis c'est pas fini. Donc l'idée du festival, c'était aussi, bon, moi je suis en train de construire des trucs avec des gens que j'apprécie énormément, mais que j'ai jamais rencontrés. Il y a de fortes chances que je les vois jamais dans la vie, quoi. Enfin, on va pas tous voyager partout, là. Enfin, tu vois, ça serait super, mais on va pas le faire, on le sait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour aussi notre communauté ici, là, pour pouvoir rendre possible ce retour sur les planches dans des conditions où on n'a pas l'impression de s'être perdu, quoi, mais de s'être perdu vraiment, tu vois. Je connecte énormément avec ce que tu dis, parce que c'est une problématique à laquelle on a fait face également avec notre propre communauté. J'imagine qu'il y a beaucoup de troupes et organismes d'impro à travers le monde qui ont fait face également. Nous aussi, on a eu comme cette pause forcée. On a essayé de maintenir des activités. Justement, Impro Blabla, ça a été une des alternatives qu'on a pu proposer, mais malgré tout, on sait qu'il y a du monde qui sont restés isolés et on n'a pas pu reconnecter avec tout le monde encore. Mais il y a cette appréhension-là de, en effet, reprendre. Comment est-ce que ça va reprendre ensuite? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer avec les participants? Et d'autre part, pour revenir à ce que tu disais, ça nous a fait, malgré tout, rencontrer de nouvelles personnes qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer. Je prends l'exemple même de cette conversation. Ça a créé de nouvelles opportunités. Et en effet, l'important, il est de maintenir un certain contact et une forme d'activité qui permette de connecter les gens. Pour revenir sur la première édition que vous avez eue du Festival Latitude, au niveau du contenu de ce que vous proposiez, quelle a été la réception des participants et des participantes? Déjà, on a cherché à avoir la réponse. La première, c'est qu'ils se sont inscrits et elles se sont inscrites en masse, parce qu'on a vendu toutes les places qu'on a proposées. Mais surtout qu'on a vendu plus de places que ce qu'on avait lancé au départ de l'édition. Parce qu'on a rajouté des choses en cours de route devant le succès, c'est-à-dire l'atelier de Marc-Jane, mais il est parti en moins de 24 heures, si je me rappelle bien. On n'en revenait pas, on voyait les chiffres, c'était de la folie. Et tout le reste aussi, alors on a été assez présent sur les réseaux sociaux, pour dire les choses avec un euphémisme. Voilà, on s'est dit, bon, on n'avait pas envie de se planter. Il faut dire aussi qu'on a... Alors, j'explique un petit peu la structure, mais donc on vient de 3 pays différents. On s'est posé la question de savoir quelle était la meilleure structure adéquate pour monter ce festival. Et on n'avait pas le temps de monter une association loi 1901, donc... qui nous aurait permis de ne pas payer par exemple la TVA, tu vois, les taxes, etc. Et donc on s'est associé avec la compagnie Appoggiature, puisqu'on connaît tous les 3 Sébastien Chambre, qui en est le fondateur. Et cette compagnie, en fait, n'est pas une association, mais c'est quoi déjà? C'est une SCOP, c'est ça? Une société quelque chose. En tout cas, il paye la TVA. C'est tout ce que j'ai retenu. Donc, il paye la TVA. Et donc, on a été obligé de proposer une billetterie avec un tarif
qui est quand même un tarif assez élevé, si tu veux, sur le marché de l'impro. Tu peux faire de l'impro en ligne pour moins cher que les stages qu'on propose, mais effectivement, nous, on est contraint de payer la TVA puisqu'on passe par cette compagnie-là. Et alors on ne fait pas ça aussi pour... l'idée, c'est pas de faire des bénéfices du tout, hein. Nous, on est tous les trois là, bénévoles. Et voilà, on n'est pas du tout payé sur la partie organisation. Donc par rapport, si tu veux, à cette politique tarifaire qui n'était pas hyper facile, c'est pour ça qu'on a aussi travaillé très très dur pour que tous les stages soient remplis, et ils l'ont été. Et alors après, la deuxième partie, donc ça, si tu veux, c'est la première réponse. Est-ce que les gens ont accroché avec l'idée? Bah oui, clairement. Peut-être pas forcément avec énormément d'enthousiasme pour tous et toutes, mais en revanche, on a les réponses qu'on a pu recevoir, et alors là, Yann et Elsa, ils ont beaucoup plus précisément que moi épluché les formulaires de satisfaction qu'on a demandé aux participants et participantes de remplir, et ils vont pouvoir parler un petit peu des réponses. Ouais, de ce que j'ai vu des retours, ils étaient très positifs, et surtout ce qui était un peu fou, c'est que on est sortis du week-end tous les trois, on était vraiment exsangues, mais on a été inondés tous les trois de messages d'amis à nous qui nous remerciaient pour le week-end, parce que ça avait été un peu une bulle d'oxygène dans un long désert d'impro, et le dimanche soir, on avait une restitution d'atelier et un spectacle, tous les deux menés par Frédéric Barbouchi. Et après, on avait plein de salles dans Zoom où les gens pouvaient se déplacer pour papoter. Et ce qui était, pour nous, notre seule rémunération, c'est les sourires des gens à ce moment-là, quoi. Les gens étaient tellement contents de se revoir et tout. C'était vraiment génial. Ça... C'est vrai que cette importance du care, c'était vraiment quelque chose qui nous animait. On voulait vraiment aussi être là dans les ateliers. Donc on était là en soutien technique, en cas de, parce que toutes les intervenantes et tous les intervenants n'avaient pas la même familiarité avec Zoom, mais aussi pour pouvoir être là si jamais une personne vit mal une scène, a besoin de nous en parler après, de pouvoir disparaître avec cette personne dans une sous-salle Zoom, et puis que la personne puisse exprimer cette souffrance-là potentielle. Donc, tout était fait. On avait vraiment essayé de faire tout ce petit cocon, de tisser tout ce petit cocon pendant la préparation, pour s'assurer vraiment que chacune et chacun se sentent vraiment complètement à l'aise et détendu. Et j'ai envie d'ajouter, on a eu envie de faire ça aussi pour nos intervenants et intervenantes, à qui, il y a quand même quelques personnes à qui on a dû dire allez, tu peux y arriver, on sait que ça va être génial, et je pense que c'était, notre idée aussi, c'était de se dire, on fait des super cours en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, mais on sait qu'il y a des tas d'improvisateurs, improvisatrices et coachs dans le monde francophone qui ont tellement à nous apporter en ce moment, et qu'on avait envie de voir, quoi. Donc on essaie de les accompagner aussi dans la prise de confiance, je dirais, par rapport au médium, en organisant des échanges avec des personnes qui s'y sont mis depuis un petit peu plus de temps, etc. Et ça, je pense que ça a contribué, je dirais, à créer une ambiance sécurisante et chaleureuse pour tout le monde, quoi. Vous avez déjà une prochaine édition qui arrive les 20 et 21 février 2021. Quelle évolution vous percevez au projet Latitude? Est-ce qu'il y a même une vision long terme du festival? On n'a pas de business plan du tout. Non. Pour Latitude, si c'était la question. Je veux dire, quand on s'est embarqué sur ce projet, on était en mode comment on fait pour limiter les pertes financières, parce qu'on a mis de l'argent de notre poche qu'on récupère pas parce qu'on croit dans ce projet, et voilà, et on fait pas ça pour nous. D'ailleurs, les bénéfices qu'on a générés sur la première édition, on n'a pas encore finalisé notre comptabilité, mais les bénéfices iront à la CIMAD, qui est une association pour les migrants, l'association française, et on fera une autre asso pour la deuxième édition, mais on récupère pas du tout cet argent. C'est pas ce qui nous motive. Et là, on s'est dit, ok, la première édition va vachement bien marcher, on en fait une deuxième. Et vu malheureusement l'évolution des conditions sanitaires, on se dit, on en fera probablement une autre en mars, mais on ne voit pas plus loin que ça. On est un peu des improvisateurs sur ce coup, où on vit un peu l'instant des choses. Peut-être aussi pour montrer à quel point on n'est pas, à quel point l'argent ne nous intéresse pas, et à quel point on est soucieux que toutes et tous puissent avoir accès
aux ateliers, on a pour chaque atelier des prix super réduits, donc qui étaient de 6,50 € pour un atelier. Et donc on a quelques-uns de ces billets qui sont partis pour que voilà, ça soit pas aussi un enjeu financier de devoir se dire je dois sortir 20 € pour un atelier d'impro, mais moi je peux pas me le permettre, donc je renonce à le faire. Donc on voulait vraiment aussi dans l'accessibilité être accessible aux gens qui peuvent pas se permettre de mettre 20 € pour un atelier. Et à l'inverse, on proposait aussi aux gens de payer un tarif, un billet solidaire, c'est-à-dire que si certaines personnes peuvent et souhaitent payer plus cher que les 25 € du tarif normal, ces personnes-là le pouvaient. Et voilà, et ça a aussi contribué. Et on a été incroyablement surpris et plein de gratitude du nombre de personnes qui ont pris des billets solidaires et qui ont payé plus que leur place, quoi. Enfin, c'est chouette aussi parce que on sent que les gens ils sont animés aussi par ces valeurs-là et on avait encore plus de plaisir à les retrouver, quoi. Et rien que de voir le nombre de personnes qui ont payé le tarif plein est impressionnant. Enfin, je veux dire, c'est aussi une marque de soutien qu'il faut aussi mettre en avant. Il n'y a pas que les tarifs solidaires qui sont des marques de soutien. Et moi, j'ai vraiment trouvé ça impressionnant comme les gens nous ont soutenus sur ce projet. On est aussi hyper heureux de pouvoir payer les artistes parce que voilà, dans tous nos pays, les artistes ont du mal à gagner leur vie en ce moment. Il y a tellement de choses qui sont annulées. Je veux dire, parmi les gens qui ont animé des ateliers, il y en a qui étaient en train de faire le deuil d'un projet qui était prêt depuis 1 an et tout d'un coup, les dates sont annulées les unes après les autres et voilà, donc on est obligé de vivre avec et dans cette incertitude-là en se disant, c'est une goutte d'eau, mais au moins on essaie de faire quelque chose pour que eux, ils restent à flot aussi. À flot, je dirais moralement, plus que financièrement, parce que c'est pas non plus énorme ce que tu vas gagner pour 2 heures d'atelier, tu vois, mais voilà, c'est quand même important. Et je voulais prendre le temps justement de développer sur cette approche. On a un petit peu abordé tout à l'heure cette démarche justement d'inclusivité et d'accessibilité. C'est très présent que ce soit dans vos communications ou dans les activités en tant que telles, que ce soit l'utilisation de l'écriture inclusive. Vous avez également un code de conduite disponible pour tous les participants et participantes. Vous avez parlé des tarifs solidaires et accessibles également. Toutes ces bonnes pratiques, est-ce que vous aspirez à ce que ça se retrouve dans le milieu de l'impro a posteriori? Oui, si je peux réagir là-dessus, moi c'est un truc qui m'a scotché un peu quand je suis arrivée dans le monde anglophone en ligne, c'était de voir que partout il y avait des codes de conduite, il y avait ces systèmes de billets solidaires qui étaient très répandus et je me suis dit waouh, c'est complètement une autre culture de ce que j'ai pu voir moi en Belgique ou en France. Et j'ai dit mais c'est chouette. Il y a un improvisateur canadien qui vit à Londres, Steven Davidson, que j'aime beaucoup et dont j'ai suivi c'était en novembre, c'était parfait, un cours sur l'inclusion en impro, où en fait c'était un cours qui était vraiment destiné à des enseignants et des personnes qui géraient des structures d'impro sur les différents angles d'inclusivité. On parlait des choses extrêmement différentes, des différents profils de handicap, d'obstacles à chaque séance et j'ai trouvé ça hyper enrichissant comme approche parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent être des obstacles pour accéder à l'impro, à s'insérer à un groupe qu'une personne, j'arrive pas à dire normal parce que personne n'est normal, mais qui a un profil classique ne réalise pas et n'a absolument pas conscience et en sortant de ce cours, je me sentais à la fois démunie parce que je me disais mais mon Dieu, comment je pourrais améliorer les choses dans mes communautés à moi et je me sentais un peu moins conne, mais en même temps, je réalisais l'étendue de ma stupidité sur tout ça. Et du coup, quand Jeanne est venue avec ce projet, je me suis dit, ok, super, il faut que je mette en pratique une partie de ce dont on a pu discuter avec Steven, comment on peut faire pour améliorer les choses. Et là, je suis très heureuse de spoiler le fait que là, cette semaine, on a réussi à
à conclure un atelier qui sera mené par Gilles Delvaux, qui est un très chouette improvisateur belge, qui sera donc un atelier d'initiation à l'improvisation spécifiquement pour des personnes déficientes visuelles. Et donc on l'a mis en contact avec la Fondation des Amis Aveugles, et donc il va essayer de discuter avec une ergothérapeute pour pouvoir mieux appréhender ses handicaps et pouvoir mieux construire son atelier pour que des personnes déficientes visuelles puissent mieux accéder à la pratique de l'impro. Moi, j'avais des contacts en Belgique avec la Fondation des Amis des Aveugles, qui est donc une association qui s'occupe de personnes déficientes visuelles, qui propose des activités, etc. Et donc, grâce à eux, j'ai pu discuter en termes d'accessibilité pour notre site web, pour notre page Facebook, comment faire pour rendre ces médiums accessibles à des personnes déficientes visuelles. Parce que, mine de rien, les programmes de lecture d'écran fonctionnent pas tous et toutes de la même manière. Il y a des choses toutes bêtes, mais auxquelles on ne va pas penser en tant que personne voyante, comme faire une description d'image, parce que les programmes arrivent à lire les images, ce que j'ai déjà trouvé très important, très intéressant. Donc on a listé un peu tous les ateliers qui étaient potentiellement accessibles aux personnes déficientes visuelles, mais on n'avait pas quelque chose de vraiment ciblé pour ces personnes-là. Même si on a eu une participante déficiente visuelle, peut-être que Jeanne, tu veux raconter cette anecdote ou on a eu une participante, oui, dans un atelier qui était un atelier d'impro musical. Et bon, voilà, ça s'est passé très très bien, et c'était super de pouvoir l'accueillir dans l'atelier. Et surtout, ce qu'elle nous a raconté à la fin de l'atelier était extrêmement touchant, parce qu'elle elle aurait dû, alors le confinement n'a pas permis, mais passer une audition pour faire un spectacle d'improvisation chantée. Donc elle a dû renoncer, mais ça lui faisait quand même extrêmement peur, et le fait de pouvoir participer à l'atelier dans le cadre de l'attitude lui a donné la confiance, enfin le petit boost quoi qui lui manquait pour ça. Donc voilà, on était extrêmement contents que ça se passe bien, et de pouvoir organiser ça en se disant, et en réalisant aussi, ce que je trouve vraiment intéressant dans tout ce que tu disais Elsa aussi, c'est que en faisant ce travail pour l'accessibilité en ligne, je pense qu'on ne voudra plus retourner en présentiel comme on l'était avant sans se poser ces questions-là. C'est-à-dire ce qu'on est en train d'apprendre là, en étant en lien avec tout le monde du monde entier, c'est à quel point cette réflexion-là, on doit la mener tous ensemble, parce que tous ensemble, on arrive à hyper vite trouver des solutions, hyper vite faire naître des envies, et que après moi je veux plus refermer les yeux sur ça. J'ai envie de continuer à réfléchir et à pousser cette réflexion là. Donc ça c'est en ça que c'est un projet aussi très politique, je pense. Pas forcément unique, pas forcément tant pour le contenu des ateliers, même si bon, il y en a qui peuvent répondre à certaines interrogations, mais c'est vraiment pas le propos que ce soit tous les ateliers. Mais en revanche sur le cadre, quel est le cadre qu'on se donne, et dans quelle mesure on le rend le plus accessible possible. Et je pense que les valeurs aussi qu'on a travaillées, ça a pas mal orienté les gens à qui on a demandé d'intervenir, quoi. Une des valeurs aussi qui me semble nous animer, c'est aussi la réflexion sur les rôles en fait qui sont attribués soit aux femmes, soit aux minorités, que ce soit des minorités racisées, des minorités d'orientation sexuelle, comment on représente ces rôles, comment est-ce qu'il peut y avoir cet empowerment, comme le disent les Américains, comment est-ce qu'on utilise les gros préjugés pour rebondir et retourner l'improvisation pour dénoncer ces préjugés. Donc c'est très valorisant aussi de pouvoir aborder ces sujets-là et ces thématiques dans les activités que vous proposez. C'est un médium à part entière qui, on l'espère, pourra servir plus tard pour le retour à la scène. J'ai une toute dernière question pour finir cette conversation. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui vous disent l'impro Zoom, très peu pour moi, j'ai pas envie? Quand on s'est associé avec la compagnie Appoggiature, Sébastien Chambre nous a proposé en fait de faire intervenir d'une manière pas directe deux improvisateurs et improvisatrices qui sont des phares aussi dans le monde de l'improvisation, pour faire respectivement l'ouverture et la clôture du festival avec des vidéos qui sont écrites et qui sont des performances vidéo. Donc l'ouverture a été faite par Christelle Delbrouck et la clôture par Mathieu Loss. Et ils ont parlé de
des raisons pour lesquelles il n'était pas en train d'improviser sur Zoom. En l'occurrence, Christelle, on aurait bien voulu qu'elle anime un atelier et elle a décliné, mais en même temps, elle a voulu soutenir notre démarche en y participant, enfin en participant au festival de cette manière-là. Et là, c'est une vidéo qui a été, que moi je trouve extrêmement émouvante. Et en même temps, nous on a voulu aussi donner la parole, même si c'était, c'était un pari fort et risqué à ceux qui disent non, on veut pas. Et je pense que c'est important que tout le monde sache, et la vidéo aussi, elle est là pour dire vous avez pas envie, vous trouvez que c'est pas légitime. Je veux dire, c'est possible, c'est votre vision à vous, pourquoi pas. Nous, on vous tend la main et on n'est pas là pour remplacer, faire la même chose. On n'est pas là en train de prétendre qu'on va faire la même chose que sur le plateau. Mais voilà, nous, on propose de garder le lien, d'en créer des nouveaux, de s'éduquer, de s'informer. Il n'est pas question de remplacer. Mais en même temps, on comprend que ce ne soit pas possible. Voilà. De la même manière que nous, on s'est peut-être dit au départ, bon, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on a... tu vois, comme tu disais, Elsa, tout à l'heure, j'avais pas d'attente. Bon. Et puis finalement, elles sont venues, ces attentes-là. On a fini par... Et l'idée, c'est, je dirais, ce qu'on veut là, c'est transformer ce moment qui est franchement dur pour tellement d'entre nous, et le transformer en quelque chose qui va nous alimenter une énergie positive pour la suite, quoi. Voilà, il ne s'agit pas de dire super, l'attitude, ça va prendre le pouvoir dans le monde de l'improvisation, et on ne va plus faire que du numérique. Non, c'est vraiment le compte, c'est pas du tout ça, tu vois. Voilà. Donc j'ai envie de dire, on vous comprend, mais voilà, si jamais vous vous laissez tenter, venez, peut-être que ça va, faire voir les choses un petit peu différemment. Franchement, je comprends les gens qui n'ont pas envie de faire de l'impro sur Zoom. Et dans le cas de Christelle, c'est quelqu'un qui déteste Zoom, même pour une réunion de travail. Elle dit, je l'avais au téléphone et elle me disait, mais votre projet est génial, mais vraiment, j'arrive pas à faire de réunion sur Zoom, je supporte pas, je quitte la réunion, j'envoie un mail à la place, je peux pas faire un cours sur Zoom. Et forcément, c'est des gens qui supportent pas ça, qui ont des problèmes de migraine aussi sur Zoom, c'est très fréquent. Je vais pas dire à ces gens, mais va donc sur Zoom. Enfin, non, faut que les gens s'écoutent et savent ce qui est bien pour eux ou pas. Après, les gens qui sont juste un peu en mode sceptique, de se dire, pourquoi est-ce qu'on ferait de l'impro sur Zoom, c'est pas la même chose. J'aurais juste envie de dire, prends le risque d'être agréablement surpris, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé. Mais c'est ce truc vraiment d'insister sur le fait que le but c'est pas de remplacer ou même pas de concurrencer en fait le spectacle vivant. Le but c'est de transmettre des compétences, des sensibilités qui peuvent être après utilisées quand on pourra recommencer à travailler dans nos troupes, et pas justement de dire, comme disait Jeanne, que l'attitude, on va remplacer toute l'impro en présentiel. Je crois que nous trois, on attend le moment où on va pouvoir retourner dans nos troupes, recommencer à mettre en pratique tout ce qu'on a pu apprendre tout ce qu'on a pu apprendre en ligne. Mais moi, j'ai un ami qui n'était pas du tout convaincu, qui me disait oui, ton festival là, je me suis inscrit, mais je sais pas, j'hésite à revendre ma place. C'était vraiment une super motivation en fait au moment de s'inscrire. Et la première fois que je l'ai revu, donc hier, la première chose qu'il m'a dit, c'est quand la deuxième? Est-ce qu'il y aura de nouveau les mêmes ateliers? Est-ce qu'on pourra s'inscrire? Quand est-ce qu'on peut s'inscrire? Donc je pense qu'on finit par, on peut trouver son compte même quand on est relativement sceptique. Et en plus, une précision au niveau du format aussi, c'est qu'il n'y a pas que des ateliers, on a aussi des formats de masterclass. Et typiquement, quand j'ai appelé Marc Jane pour lui proposer de rejoindre le festival, c'était génial parce qu'il est venu au moment de l'accalmie en septembre à Bruxelles et on avait discuté. J'ai dit, ah ouais, donc l'impro en ligne et tout, qu'est-ce que tu en penses, machin. Il était là, ah non, je ne suis pas donné d'atelier en ligne. Donc je l'ai appelé en novembre, 2 mois plus tard, en sachant qu'il était contre. Mais j'étais là, ouais, Marc, j'ai un truc à te proposer. Je sais que tu vas dire non, mais je t'assure que c'est une bonne idée. Et tu te souviens, quand on était à Guarec, qui nous a fait le cours sur le voyage du héros pendant 3 heures le mercredi matin, on était tous assis avec notre carnet, prendre des notes pendant 3 heures pendant que tu faisais un cours magistral. En fait, je te propose que tu fasses ça en ligne parce qu'au final, on n'a pas besoin d'être dans la même pièce. Et du coup, il a fini par dire oui. Et donc, il a donné 2 fois cet atelier, donc 2 fois 2 heures. Et c'était un cours magistral de Marc Jane qui explique le voyage du héros. Et par exemple, Odile Cantero a fait donc un atelier qui était quelque chose entre la prise de parole, discussion, masterclass sur la charge mentale des improvisatrices. C'est quelque chose de très particulier aussi. Et je trouve que c'est chouette de pouvoir profiter de ce médium-là pour se dire, on va passer 2 heures à réfléchir
ensemble et libérer la parole ensemble sur ces questions-là. Donc je pense qu'il y a aussi un côté apéritif d'atelier en présentiel qu'on pourrait faire plus tard, de se dire je vais faire 5 heures avec la morsure de confort de chez moi, et si je trouve que leur univers est génial, la prochaine fois qu'ils font un atelier d'un week-end, je vais prendre le train, je vais traverser la France ou plus que ça et aller faire un stage avec eux. Et ce qu'on espère aussi, c'est que ces connaissances et cet appétit que ça peut générer, en fait, on espère que les gens ils repartent avec la dalle encore, et que l'appétit que ça génère, ils vont le ramener dans leurs troupes respectives, tu vois. Et deuxièmement, que les conversations qui sont démarrées là sur Zoom, tu vois, sur la charge mentale de l'improvisatrice, par exemple, enfin, tu vois, des choses qui sont des libérations de parole, et ils les ramènent aussi dans leur troupe, elles les ramènent dans leur troupe pour que ces conversations-là, elles aient lieu vraiment partout et qu'elles essaiment. Voilà. Et donc, vraiment, ce qu'on est en train de faire là, c'est de préparer la suite, quoi, le retour, enfin, et puis tout ce qui va naître, qui sera nouveau, qu'on n'aura pas prévu. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour cette fabuleuse discussion. Merci également pour la gestion et la mise en place de ce fabuleux projet. Je rappelle les dates pour la prochaine édition qui s'en vient. Ce sera les 20 et 21 février 2021. En attendant de potentielles éditions futures, mais on a déjà hâte que ça se donne. Je peux vous le dire, j'ai adoré vous écouter au cours de cet épisode. Je me suis retrouvé également dans beaucoup d'approches moi-même quand j'ai commencé à faire des ateliers, à en donner. J'étais pas sûr. Puis au final, il y a plein d'idées qui me sont venues, que j'ai pu mettre de côté, que j'ai hâte de pouvoir réutiliser pour de l'impro en présentiel. Donc à très bientôt pour la prochaine édition de Latitude. À très bientôt pour une rencontre dans la vraie vie. on a hâte que tout ça arrive et on a hâte de pouvoir continuer l'improvisation sous toutes ses formes. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour un prochain épisode d'Impro Blabla. Merci, au revoir Armand. Merci beaucoup Armand. On remercie chaleureusement Jeanne, Elsa et Yann pour cette fabuleuse discussion. Dépêchez-vous vite d'aller prendre vos places pour la prochaine édition du festival avant que ce ne soit complet. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du jeu des échecs et l'aborder sous le prisme de l'impro. Vous pouvez retrouver tous les épisodes passés d'Impro Blabla ainsi que les sujets de ceux à venir sur notre site rocambolesque.ca. N'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en attribuant 5 étoiles à Impro Blabla sur votre plateforme de podcast ou mieux encore en partageant vos épisodes préférés à tout votre réseau. À bientôt! Cet épisode est dédié à Caroline Gauthier, pour qui on a une grosse pensée, ainsi qu'à sa famille et à ses proches.